Bienvenue dans l'un des plus anciens musées de France, au cœur de Dijon, pour l'inauguration officielle du musée des Beaux-Arts, avec toute notre équipe ce matin et l'ami Clément qui est à mes côtés. Bonjour Clément, où êtes-vous ? Bonjour Pascal, bonjour à tous, je me trouve dans la salle du tombeau des Ducs. Merci pour l'invitation Pascal, je suis ravi d'être à vos côtés, j'ai beaucoup de chance d'être dans ce lieu chargé d'histoire. C'est vrai, 20 siècles d'histoire nous contemplent. Nous vous avons réservé quelques surprises. Vous êtes ce matin nos invités privilégiés en avant-première parce que le musée des Beaux-Arts n'ouvre ses portes qu'à partir de 19h tout à l'heure. Mais pour vous, ensemble, ça va vraiment être mieux. Bonjour, bienvenue, vous avez fait le bon choix. C'est France 3. Bonjour Éric Palot. Bonjour. Vous êtes architecte en chef des monuments historiques et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes dans un monument chargé d'histoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes dans un bâtiment qui s'est construit du XIVe siècle au XXIe siècle. Finalement. Ce que je vous propose, c'est de le découvrir en marchant ensemble. En tenant bien pris votre micro, ça sera beaucoup plus simple pour que nous puissions tous vous entendre ce matin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu la patte que vous avez donnée finalement ici sur ce musée des Beaux-Arts de Dijon. Bien, on a essayé de le restaurer, c'était la première chose, parce que c'était un bâtiment qui avait vieilli à travers des âges, bien sûr. Et ensuite, on a essayé de l'adapter aux contraintes modernes d'un musée. Nous sommes dans un établissement recevant du public. Il était important de dissimuler toutes les contraintes techniques et puis de révéler complètement toutes les strates de ce bâtiment et faire en sorte que son inscription dans le XXIe siècle se passe le mieux possible. Alors une inscription dans le XXIe siècle, néanmoins, on en est les témoins privilégiés ce matin, je le disais, on le voit ici dans cette salle, on a l'empreinte historique. Où sommes-nous précisément là? Alors là, nous sommes dans un bâtiment, dans une salle qui s'appelle la salle Condé, c'est une salle du XVIIIe siècle. Elle a gardé ses boiseries du XVIIIe siècle, elle retrouve ses tentures, elle retrouve ses grands tableaux de Gagnereau. Vous voyez absolument autour de vous aucun élément qui pourrait lui nuire dans son aspect esthétique. Alors le Palais des Ducs, c'est chargé d'histoire. Tout est classé. Comment on fait pour travailler ici, Eric ? Eh bien, en fait, c'est une démarche assez logique sur un monument historique. On étudie le bâtiment sur le plan historique, on fait une critique d'authenticité sur le plan architectural et on fait en sorte de comprendre ce que le passé a exprimé dans le bâtiment. Alors, c'est un chantier important, ici, qui a été engagé en plusieurs étapes. On va pouvoir le découvrir, puisque tout ce week-end, on va vous le faire vivre aussi sur les écrans connectés et sur France 3, avec une émission spéciale demain. Mais ce matin, en avant-première, vous pouvez me le dire, ça y est, c'est fini, on va pouvoir inaugurer dans quelques minutes ? Bien entendu, c'était l'ambition que nous avait fixée notre maître d'ouvrage. C'est une opération qui est très longue, je vous le disais. On a commencé de faire les études il y a pratiquement 18 ans. C'est un chantier qui s'est déroulé en 3 phases. Nous en sommes maintenant pratiquement, effectivement, à la fin. Alors on voit beaucoup d'œuvres. Ici, c'est pas facile de travailler quand même dans un musée. Comment fait-on ? Eh bien, on travaille pas seul. D'abord, on travaille en équipe. On travaille avec les conservateurs du musée. On travaille avec l'architecte muséographe. On travaille avec des collaborateurs, des ingénieurs, et on prend en compte toutes les contraintes d'un bâtiment contemporain. Alors il faut dire que les œuvres s'exposent ici, on en voit quelques-unes dans cette salle des Condés. Tournez-vous, regardez, comme ça on va vous voir. Il faut savoir que les œuvres aussi se sont exposées pendant la durée des travaux hors des murs de ce musée des Beaux-Arts de Dijon. Je vous propose de le voir en images, c'est assez surprenant dans des lieux insolites, dans la gare par exemple ou dans d'autres lieux. Regardez, le musée s'expose dans la capitale des Ducs de Bourgogne. L'avez-vous vu, ce Rodin, dans la vitrine du grand hôtel de la Cloche ? Ce balai faible contemple les passants, mais bien peu lui accorde un regard. Ah non, pas du tout, j'avais pas remarqué. Non, il y avait un animal avant. Un lion ou un alligator, mais il n'y avait pas ça. Dans l'autre vitrine, la Diane au rocher du Berry-en-Ceste fait elle aussi partie de l'exposition hors les murs du musée des Beaux-Arts de Dijon. Je trouve ça très bien, ça permet justement de découvrir d'autres œuvres et puis de s'ouvrir un peu, donc pourquoi pas. Pas moins de 14 œuvres originales échappées du musée sont exposées en ville, dans des lieux de passage qui drainent le public et les touristes. Nous sommes dans cette chapelle des élus
où vous avez une très belle œuvre, une arlequinade, mais vous avez aussi des œuvres à l'intérieur des Galeries Lafayette. Vous avez la célèbre vache de Bury. Et puis, dans des lieux peut-être encore plus inattendus pour des œuvres des collections des musées, où on n'a pas l'habitude de rencontrer justement l'art. Dans la rotonde de la gare de Dijon, la véloterie du père Gaston, pourtant en bonne place, subit la dure concurrence des écrans. Alors, vous l'avez vu? Mais non, pas du tout. Pas du tout, mais parce que je ne lève pas suffisamment les yeux. Non, je viens de l'apercevoir grâce à vous. Ça amène de la lumière et de la joie dans cette gare. Ça permet aux gens de voir une œuvre d'art tous les jours, quoi. Donc je trouve ça très bien comme initiative. Et c'est très joli. En voyant des œuvres comme ça, on peut se dire ah oui, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on pourrait aller au musée. Bonne idée, mademoiselle, puisque c'est l'un des objectifs de cette exposition, donner envie d'aller au musée des Beaux-Arts dès sa réouverture, après travaux de rénovation, le 17 mai prochain. Et n'oubliez pas, à partir de 19h aujourd'hui vendredi et demain, une nuit des musées tout à fait spéciale jusqu'à minuit pour profiter de ce musée des Beaux-Arts et de ce décor parfaitement restauré dont vous êtes l'un des instigateurs, c'est le moins qu'on puisse dire, Éric Palot. On reste dans cette salle encore quelques minutes parce que ce qui me semble très important, c'est déjà de regarder un petit peu ce qui se passe au sol parce que c'est un parquet qui, me semble-t-il, est totalement neuf. Alors c'est une illusion d'optique ou pas du tout ? Non, c'est un parquet 18e qui a fait l'objet d'une restauration très précise. L'ensemble a été déposé pour nous permettre de réaliser une consolidation de la dalle porteuse et un chauffage. Et l'ensemble ensuite a été réassemblé pièce à pièce, remonté et puis mis en cire pour donner le résultat. Mais c'est une restauration, ce n'est pas un parquet neuf. Alors, ce qui est aussi assez surprenant, ce sont les éléments techniques que vous avez dû inclure finalement dans ce décor historique. Ça demande un travail particulier. Alors, c'est un travail effectivement qui n'est pas seul, qui associe architecte, ingénieur. Donc, je le disais, il est dissimulé le système de chauffage, le système de renouvellement d'air. Donc ces boiseries, qui sont des boiseries de Jérôme Marley, ont été déposées, elles ont été restaurées et on a détalonné des encadrements de boiseries pour dissimuler des fentes qui sont des fentes de reprise d'air. Oui, on le voit là. On le voit quand on Je suis sûr que JC est en train de attention. vous montrer un petit peu l'envers du décor. Vous êtes le plus satisfait de quoi ici dans cette salle? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de difficultés? En fait, le plus de difficultés, c'est ce décor existait en grande partie. Ça a été de le respecter, de le restaurer, de retrouver la polychromie d'origine. C'est-à-dire que ce décor avait été repeint maladroitement. On a fait des sondages qui nous ont permis de retrouver ces teintes vert d'eau légèrement rehaussées de blanc, qui était la teinte d'origine, ainsi que les plaintes en faux marbre que vous pouvez voir devant vous. Oui, alors là, justement, on en verra d'autres dans la salle qui est juste à côté. On vous a réservé quelques surprises. Mais c'est vrai que si on peut aller jeter un tout petit œil discrètement sur cet exemple-là, parce qu'on se dit « Oh là là, oui, c'est du marbre ». Mais ce n'est pas du marbre. Non, ce n'est pas du marbre. Il est de tradition que les plaintes dans une pièce de cette qualité s'harmonisent avec la cheminée qui, à l'origine, se trouvait dans la partie centrale de la pièce et qui a disparu. Donc nous avons retrouvé ce type de marbre et nous l'avons restitué sur les plaintes. Quelles autres modifications avez-vous fait ici dans cette salle? Vous me parlez de la cheminée, c'est vrai qu'on voit son emplacement. Hein. Ici, on le devine en tout cas. On le devine, voilà, très bien. C'est ça. Oui. Mais autrement, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des adaptations. Les portes qui sont là, ce sont des portes qui sont coupe-feu, ce sont des portes en cas de sinistre qui vont se fermer automatiquement. On ne voit rien aujourd'hui, on a l'impression d'être sur des portes anciennes et tout a été mécanisé pour respecter les contraintes de sécurité. Alors vous qui êtes dans les monuments historiques, on le sait tous dans l'actualité, on l'a vécu récemment avec Notre-Dame de Paris, la sécurité c'est très important. Est-ce que ça fait partie de votre cahier des charges? Oui. Indispensable. Sécurité pendant le chantier, vous venez de l'évoquer avec Notre-Dame, et puis sécurité, bien entendu, parce qu'on doit révéler un bâtiment pour le public et lui permettre de déambuler en toute sécurité. Justement, nous allons continuer notre déambulation. On va se retrouver, Éric, dans une autre salle pour découvrir notamment un plafond assez surprenant et majestueux. Mais d'abord, je vous propose d'aller retrouver Clément, qui lui se trouve dans un lieu chargé d'histoire. Vous allez me dire, on est au musée des Beaux-Arts de Dijon, donc tout est chargé d'histoire. Mais cet endroit-là est assez particulier.
Ah, effectivement, Pascal, effectivement. En tout cas, moi, en tant que franc-comtois, c'est vraiment impressionnant pour moi de me trouver là, dans cette salle des tombeaux des ducs. Bonjour beaucoup. Pardon, excusez-moi. Bonjour, Madame Balland. Bonjour. Je voulais vous féliciter d'abord parce que c'est pas un jour comme les autres pour une conservatrice, j'imagine. C'est pas un jour comme les autres, en effet. Ça fait des années qu'on attend cette ouverture du musée. Donc, c'était beaucoup pour toute l'équipe. Très fier aujourd'hui de pouvoir ouvrir ce musée. Je disais à Pascal, forcément, la salle du tombeau, des tombeaux des ducs, c'est un lieu qui a toujours été ouvert pendant les travaux de rénovation. C'était impossible de le fermer au public. Impossible. Et du coup, lui, l'écran a changé, mais pas ce lieu-là. Et c'est toujours assez impressionnant d'être là. C'est toujours impressionnant parce que c'est une des plus jolies salles, bien sûr, musée des Beaux-Arts. Une salle emblématique, donc avec les deux tombeaux des ducs de Bourgogne, le tombeau de Philippe le Hardi et celui de Jean sans Peur. Celui qu'on voit à l'image, c'est celui de Jean sans Peur, voilà, avec Marguerite de Bavière. Et donc installé ici dans cette salle au tout début du 19e siècle, qui était la salle de fête des ducs de Bourgogne, donc qui a perdu évidemment son usage d'origine. Alors bien sûr, on va parler de ce qui orne en dessous des tombeaux. Ce sont bien sûr ces pleurants, ces fameux pleurants. Il y en a 39 par tombeau. Ces pleurants, c'est vraiment une richesse importante pour le musée. C'est une richesse importante, en effet. Alors les pleurants, les corps pleurants étaient habituels sur à l'époque médiévale. Par contre, ici, ce qui est très caractéristique, c'est le traitement presque hyper réaliste en fait de ces statuettes. Il y a énormément d'expressivité. On voit les larmes parfois qui sont représentées, une gestuelle aussi qui affirme en fait la tristesse de ce cortège. Et ça, c'est quelque chose, c'est un incontournable forcément pour le musée. C'est un incontournable, tout à fait. Que vous disent les visiteurs sur ces pleurants? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'importance de Globalement, oui. Ils sont assez émerveillés déjà par le lieu, par cette pièce, parce que c'est une pièce avec des dimensions assez importantes. Il y a 9 mètres de hauteur ici dans cet espace, avec la cheminée monumentale également qui décore cette salle. Et puis en effet, ils sont assez impressionnés par la beauté de ces ensembles. Alors ces pleurants, Sandrine, ils ont voyagé, parce qu'ils ne sont pas restés ici pendant la période de rénovation. Ils ont voyagé. Nous, on les avait suivis à l'époque. Du coup, le monde entier a pu les voir. Et je vous propose de regarder ce reportage. C'était entre 2010 et 2013, la balade des pleurants à travers le monde. On regarde. Elles s'apprêtent à fêter leurs 600 ans, mais sont toujours de véritables rockstars, ou plutôt des albâtres stars. Photographiées sous tous les angles, analysées dans leurs moindres détails, sécurisées pour résister aux aléas d'un voyage de 3 ans, les 37 statues du tombeau de Jean sans Peur ont fait l'objet d'une méticuleuse préparation. Un travail coordonné pendant plusieurs semaines par les équipes du musée de Dallas, la ville américaine jumelle de Dijon, pour pouvoir rejoindre sereinement quelques-uns des plus grands musées de la planète. Ce sont des œuvres extrêmement faciles à appréhender, de la qualité évidente et dont la signification est très facile à comprendre. Donc ils ont un espèce de message universel. Message universel délivré tout d'abord dans la plus cosmopolite des mégalopoles. À New York, le Metropolitan Museum met les petits plats dans les grands pour ses statuettes de 42 cm sculptées au XVe siècle par Jean de la Huerta et Antoine Le Moiturier. À partir du 2 mars 2010, les personnages pleurent leur duc dans le hall central du prestigieux établissement. C'est une chance extraordinaire d'avoir des sculptures aussi célèbres de la fin du Moyen-Âge ensemble comme ça. Il n'y a aucun autre symbole identique dans tout le pays. Inaugurée en fanfare, l'exposition connaît aussitôt un beau succès qui se répétera 2 ans durant à Saint-Louis, Dallas, Minneapolis, Los Angeles, San Francisco ou Richmond en Virginie. Au total, 600 000 Américains viennent admirer les pleurants bourguignons. Réclamées par de nombreux musées, les statues en albâtre regagnent l'Europe via Bruges, étape logique puisque la ville fut la 2e capitale des ducs de Bourgogne qui portait également le titre de comte de Flandre. Au musée Saint-Jean, du 11 mai à la mi-août 2012, la fréquentation progresse de 30% grâce aux pleurants exposés à la hauteur des yeux des visiteurs. On voit les veines sur le dos de la main, on voit dans le capuchon d'un moine, on voit les plis qui sont au bord de ses yeux parce qu'il pleure. Fin septembre 2012, le cortège funèbre file à Berlin, au Bode-Museum, l'équivalent allemand du Louvre, où l'admiration est la même face à ces statues du Moyen-Âge considérées parmi les premières œuvres dites réalistes. Je suis étonnée par, comment dit-on en français, la richesse de détails et la richesse de l'expression. À Paris, dernière étape de la tournée, le musée de Cluny choisit une exposition en cortège
ultimes instants pour pouvoir observer les statuettes en toute liberté. On les voit mieux que sur place, dans les niches, sous le tombeau. Voilà. Ça, c'est judicieux, oui, on s'en approche. Donc ça nous touche davantage, il y a un lien qui se crée entre le spectateur et l'œuvre. Après avoir séduit 750 000 personnes pendant leur tournée, les Pleurants sont rentrés à Dijon début juin. Ils ont quitté la lumière et regagné délicatement l'ombre des arcatures du tombeau de Jean sans peur. Et voilà pour cette balade des Pleurants à travers le monde. Sandrine Balland, comment est-ce qu'on peut expliquer que les Américains soient si friands de ces œuvres ? Alors les Américains aiment beaucoup l'art médiéval et l'art européen médiéval. Ils n'ont pas de patrimoine, ils n'ont pas beaucoup d'histoire, les Américains. Ils ont accueilli avec grand plaisir nos Pleurants. Et ça fait venir d'ailleurs beaucoup d'Américains, de touristes américains également. C'est vrai, depuis 2013, vous avez vu arriver Tout à en fait. masse des Américains ? 2010 en fait, puisque les premières étapes c'était 2010. Et des touristes qui avaient vu les Pleurants exposés à New York, à Los Angeles, à Dallas, sont venus après à Dijon pour les voir remis en situation sous leurs arcatures. C'est l'intérêt de ne pas avoir que dans des séries type Game of Thrones une culture médiévale, mais de le voir en vrai. Ouais, effectivement, ils sont très friands de ça. Ce qui est intéressant, Sandrine, c'est que vous avez fait une belle confrontation dans cette pièce. Il y a les Ducs de Bourgogne, et puis derrière nous, il y a les œuvres du peintre Ming. Contemporaire de Ming, on a fait le choix de confronter l'art contemporain à l'art ancien. Alors la thématique est proche, puisque Ming a représenté ici sa mère qui est décédée l'année dernière. Donc il y a cette notion de deuil et de tristesse qui est attachée aussi à la présence de ces portraits très forts et très puissants de la maman de Ming, qui sont placés ici dans cet écrin assez somptueux de la salle de tombeau. Vous a dit l'artiste vous avez placé cette œuvre face au Duc de Bourgogne ? C'est à sa demande. C'est bien sûr, Ming a largement contribué, participé à la scénographie et voulait présenter ses portraits dans cette salle des tombeaux. Pareil, il voulait même en mettre un devant la cheminée gothique, donc c'était un petit peu compliqué en termes d'accrochage. Mais voilà, 3 portraits en fait qui sont présentés ici face au... Ça me fait en fait la maman de Ming, parce que cette œuvre-là, c'est la maman de Ming, le peintre chinois, veille sur Philippe le Hardy. Philippe le Hardy et Jean sans peur, tout à fait. D'accord. Ces statues, il y a 50 ans d'écart entre la fabrication de ces Pleurants-là, mais le travail est le même. Le travail est le même parce que les artistes qui ont travaillé sur le tombeau de Jean sans peur ont copié en fait ceux qui avaient travaillé pratiquement 50 ans avant sur le tombeau du père de Jean sans peur, donc Philippe le Hardy. Ils ont repris exactement la même mise en scène, le même traitement plastique, esthétique de ces sculptures. Bon, merci en tout cas de m'avoir accompagné. Merci. C'était une première pour moi ici dans cette salle du tombeau des Ducs. C'est un lieu effectivement très impressionnant qu'il faut voir en vrai, effectivement. Voilà Pascal, on se retrouve dans quelques minutes. Je vous laisse faire la suite de cette visite dans ce musée des Beaux-Arts. Merci Clément. C'est vrai que les Pleurants se sont baladés à travers le monde, donc il n'y a pas de raison, Éric Palot, que nous ne nous baladions pas, nous ici, au musée des Beaux-Arts, en avant-première, avant tout le monde, avant l'inauguration officielle au public, à partir de 19h tout à l'heure et avant un week-end chargé de festivités. On va y revenir dans cette émission, mais d'abord, restons un petit peu dans cette nouvelle salle. Nous sommes passés de la salle des Condés, où précisément ici ? Nous sommes dans la salle dite des statues, ou plus exactement le salon Hébé. C'est un espace emblématique pour le musée des Beaux-Arts. C'est un espace qui a retrouvé son allure de la fin du XVIIIe siècle. Il était connu grâce à une gravure de Jean Bellu de 1786. Et l'ensemble a retrouvé ses murs avec cet appareil de fausse coupe de pierre qui reprend la pierre de Dijon avec ses colorations un peu roses. Et c'est un élément qui se marie parfaitement avec les boiseries de Jérôme Marlet, qui a retrouvé aussi ce parquet d'assemblage, cette fois-là, qui est neuf, et dans lequel nous avons eu également les mêmes soucis d'intégration technique que nous évoquions précisément. On le voit bien, là, on l'a vu tout à l'heure à l'image, on a vu votre écharpe qui virevoltait un petit peu, on s'est dit tiens, il a le ventilateur de Jean-Pierre Foucault. Pas du tout, c'est simplement parce que voilà, nous avons un peu d'air ici. Pour l'allusion. Et en fait, il y a du chauffage, ou évidemment de l'air frais. Il y a tout un circuit tout à fait moderne dans cette salle très ancienne. Mais effectivement, donc le parquet a été déposé, le plancher a été renforcé, on a dissimulé un système de production d'eau chaude que vous voyez au travers les grilles qui ont repris le motif que l'on voit déjà dans les hautes salles du musée des Beaux-Arts. Et les reprises d'air se font sur la périphérie du tableau, au-dessus de la voûte,
qui est au-dessus de nous. Avant de lever les yeux au ciel pour une belle surprise que nous vous avons réservée, on va encore rester un petit peu dans cette salle où trône une œuvre monumentale, exceptionnelle. Quand vous êtes comme ça à rénover une salle qui au départ n'est pas une salle où s'exposent des productions comme celle-ci, on pense à quoi quand on est architecte? On essaie de tout mettre en œuvre pour que les œuvres soient sublimées? Oui, bien sûr, c'est une salle qui est de tout temps a été une salle faite pour recevoir des statues. Donc avec la conservation du musée, avec l'architecte muséographe, effectivement, c'est pour bien poser la question de savoir si on allait redonner cette salle. Et je vous le disais en préambule, ce qui nous a guidés, c'est la représentation du XVIIIe siècle de Bellu qui nous montrait déjà une salle des statues largement ouverte sur la place des États dès la fin du XVIIIe siècle. Salle magnifique, salle majestueuse, salle magique, puisque si on lève les yeux au ciel, regardez, JC va nous montrer ce qui se passe au-dessus, c'est assez exceptionnel. On se dit, oulala, mais comment ont-ils pu accrocher ce tableau? Et là, c'est la magie de la télévision, Éric Palot. Vous allez pouvoir découvrir comment, justement, cette œuvre a été accrochée. Regardez en image, les caméras de France 3 étaient dans les coulisses pour la préparation de cette inauguration du Musée des Beaux-Arts de Dijon que vous vivez avec nous ce matin, parce qu'ensemble, c'est vraiment mieux. Le stress est palpable. L'œuvre fait 40 mètres carrés, elle pèse 300 kilos et elle est surtout d'une valeur inestimable. La glorification de la Bourgogne de Pierre-Paul Prud'hon, peint en 1787, est tissée centimètre par centimètre au moyen de câbles et de poulies. Au moindre faux mouvement, la toile peut se déchirer. C'est tendu, il faut que tout le monde fonctionne en même temps et on est 12 là-haut et on ne s'entend pas très bien. La difficulté de cette œuvre-là, c'est le fait qu'il faut vraiment qu'elle reste à plat et qu'on ne provoque pas de tension parce que sinon on risque de faire craquer la couche picturale et ça va se voir. Après 10 minutes de concentration, la toile a retrouvé sa place. Voici le résultat de 3 ans de restauration au sous-sol du musée. Bientôt le public pourra redécouvrir cette œuvre peinte par un bourguignon qui s'est largement inspiré des codes des maîtres italiens. On ne sait pas exactement s'il était en place ou pas en place au moment de la Révolution, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que les fleurs de lys qui sont la marque de cette Bourgogne de la fin de l'Ancien Régime ont été masquées pendant toute la durée du XIXe siècle, mais le tableau a toujours été la gloire de la Bourgogne. Et puis vous avez des très jolies figures avec ces femmes qui tiennent des miroirs, la femme qui tient un petit crayon et une palette, donc c'est la personnification des arts, la Bourgogne qui règne sur les arts. Et puis vous avez certainement le portrait de Prud'hon. Vous voyez la petite jeune femme qui a une petite robe bleu ciel. Entre la Bourgogne et le personnage qui tient la palette de peintre, elle tient une sculpture. En fait, elle est censée personnaliser la sculpture, mais c'est sans doute le portrait de Prud'hon qu'il a inséré, son propre portrait qu'il a inséré dans la composition. Mais je vais vous demander... Nous revenons au Musée des Beaux-Arts de Dijon. J'étais en pleine discussion avec Éric Palot parce que moi je suis tombé sous le charme. Je pense que vous aussi, vous découvrirez quelque chose de surprenant en vous rendant ici à Dijon. Et autant le dire carrément, Éric, on est dans une salle du 18e qui reflète vraiment le 18e siècle. Ah ouais, totalement. La fin du 18e siècle, une construction néoclassique. Et cette salle a retrouvé son décor néoclassique avec son appareillage de fausses pierres, ses boiseries de Jérôme Marlet, son décor de Sophie au niveau de la voûte du plafond, qui est dominée bien sûr par l'œuvre majestueuse de Prud'hon que vous avez découvert à la télévision récemment. Et puis alors je peux vous dire qu'on n'a pas fini de découvrir de très belles choses parce que nous vous avons réservé beaucoup de surprises avec un week-end de tout entier avec France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté pour vivre aussi sur les écrans connectés, sur les réseaux sociaux. Donc un très grand moment. Qu'est-ce que vous diriez, Éric Palot, vous qui êtes architecte en chef des Monuments de France, pour justement convaincre celles et ceux qui seraient encore un petit peu réticents à pousser les portes de ce tout nouveau musée des Beaux-Arts de Dijon? Ce que je dirais, bien sûr, d'y venir, que c'est un musée qui est assez exceptionnel parce que c'est un musée dans lequel le contenant et le contenu sont en phase. C'est-à-dire qu'on montre à la fois l'architecture originale du XIVe au XXIe siècle, on montre une insertion contemporaine qui se glisse dans cette architecture naturellement et on montre évidemment des œuvres assez exceptionnelles.
En tout cas, merci d'avoir passé quelques minutes avec nous. Éric Palot, je sais que vous avez une journée très très chargée. Nous, on a une émission qui est très très chargée aussi. On a nos camarades de France Bleu avec Caroline Paul qui nous attendent par exemple avec le dessinateur Jean-Paul Thouard avant que nous nous retrouvions dans un autre endroit avec quelques surprises. Merci Éric. Au revoir. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Je suis effectivement en compagnie de Jean-Louis Thouard. Bonjour Jean-Louis. On est dans une salle absolument magnifique, la salle des retables dans ce musée des Beaux-Arts. On les voit d'ailleurs, les retables. On va se balader un petit peu dans cette salle des retables, une salle exceptionnelle. Jean-Louis, vous aujourd'hui, vous sortez un livre qui s'appelle Duc de Bourgogne, tout simplement. Il est ici, Duc de Bourgogne. Félicitations déjà. Merci. C'est un événement évidemment pour vous. Pourquoi les Ducs de Bourgogne? C'est une inspiration? Alors oui, c'est une inspiration. En fait, les 4 personnages des 4 fameux ducs d'Occident qu'on connaît, les plus connus, m'ont toujours intrigué. Et ça fait longtemps que j'avais envie de travailler sur ces personnages. Et je m'étais dit, pourquoi pas leur redonner un coup de jeune, enfin leur donner un éclairage nouveau. Et voilà, donc plusieurs idées m'étaient passées par la tête, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que la série Game of Thrones, que j'aimais bien, l'auteur George Martin s'était beaucoup inspiré des Rois maudits, où entrent en scène justement les ducs de Bourgogne. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un croisement entre les ducs de Bourgogne et les personnages de Game of Thrones. Effectivement, voilà. C'est une vraie inspiration et une vraie revisite, on peut le dire. Les ducs de Bourgogne, on les voit ici dans ce musée. C'est une galerie de portraits dont vous vous êtes inspiré pour l'ouvrage, justement? Bien sûr, oui. C'est une galerie de portraits qui a un peu bercé mon enfance, en quelque sorte, parce que c'est des portraits un peu officiels des ducs de Bourgogne. C'est des portraits, je pense, qui pour la plupart sont tous d'époque. Et on les voit souvent de profil. Souvent, on a du mal à différencier l'un de l'autre. Donc, je m'étais dit, peut-être qu'en les redessinant à ma manière, à travers le biais de la pop culture, cette idée de les représenter un peu sur l'aspect un peu médiéval, fantastique de Game of Thrones. Ça va donner un côté un peu rock'n'roll et tout à ces personnages qu'on pourrait redécouvrir différemment. Le rock'n'roll, je vous propose de le voir justement en comparatif. Alors on a Philippe Le Hardy, le portrait, et puis on a Philippe Le Hardy, revu et corrigé par Jean-Louis Thouard dans cet ouvrage Duc de Bourgogne. C'est assez épatant. Sacré changement quand même, sacrée évolution. Hein. Oui, là il y a un gros clash effectivement. En plus, là on voit Philippe Le Hardy petit. À la bataille de Poitiers avec son père derrière. Il est en jean, c'est assez impressionnant. Il est en jean, voilà, il y a un côté, le côté pop culture, il y a un côté avec tatouage, symbole, patch d'image, qui me sont chers et que j'ai voulu, quitte à passer sur le côté anachronique, j'ai voulu incorporer à mes images. Et là, effectivement, c'est la scène qui a donné son surnom à ce Philippe Le Hardy, puisqu'il est aux côtés de son père et qui défend son père pendant une bataille assez mouvementée, la bataille de Poitiers. Alors, il y a Philippe Le Hardy, il y a Jean sans peur, il y a Charles le Téméraire, Philippe le Bon. Et Philippe le Bon, voilà, des quatre, lequel est le plus fascinant ou le plus inspirant, Jean-Louis ? Alors, ce qui est intéressant, je me suis rendu compte en creusant un peu le sujet, c'est que tous les 4 ont vraiment leur personnalité. Ouais. Donc il y en a un qui est extrêmement sanguin, c'est Charles le Téméraire, qui était aussi surnommé Charles le Terrible, le guerrier, le batailleur. La personnalité sans doute la plus flamboyante et la plus longue, c'est Philippe le Bon. Ouais. Puisqu'il a fondé l'ordre de la Toison d'Or, les Hospices de Beaune, avec Nicolas Rollin qui était son conseiller. Donc c'est aussi lui qui a vendu Jeanne d'Arc aux Anglais, pour une somme qui est indiquée dans le livre d'ailleurs, si vous voulez connaître. Justement, moi c'est ce que je vous propose, d'aller mieux connaître les ducs de Bourgogne au travers de ce livre qui s'appelle Duc de Bourgogne. C'est signé Jean-Louis Thouard et c'est aux éditions Faton, qui est une maison dijonnaise. Donc voilà, on va continuer à visiter un petit peu le logis des ducs, ça vous dit ? Avec plaisir, oui. On est reparti ? On est reparti. Allez, bonne visite à tous et puis Pascal, à tout à l'heure aussi.
Ben, j'espère bien. Merci Caroline Paul et merci à nos amis de France Bleu qui passent aussi la matinée avec nous. Rassurez-vous, je ne suis pas tout seul dans cette magnifique salle pour m'accueillir. Rien de mieux que le directeur des musées de la ville de Dijon. J'ai plus assez de mains pour vous en serrer une, mais quand même la pensée y est. Merci d'être avec nous, David Liot. On va se tourner un petit peu puis on va s'avancer pour découvrir un petit peu ce qui se passe ici. Alors où sommes-nous précisément, David? Alors, on est dans la salle de peinture d'histoire. Donc c'est vraiment une salle extrêmement officielle qui met en valeur en fait toutes les grandes peintures qui ont été réalisées au XVIIe et XVIIIe siècle. Beaucoup de peintures d'ailleurs ont été déposées par le Louvre au tout début du XIXe siècle. Donc certaines de ces œuvres font partie de la toute première collection de peintures ambitieuses de ce musée. Dites-moi David, justement, vous me parlez du Louvre, on ne le sait pas forcément, mais il y a un partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Dijon sur le Louvre. Est-ce que ça veut dire que prochainement, on pourrait admirer des œuvres du Louvre ici à Dijon? Bien sûr. Non, le but, c'est que notre père à tous les musées et le musée du Louvre soit présent à Dijon, car il y a des liens tout à fait exceptionnels entre le musée de Dijon, sa salle des statues que vous venez de voir, je crois, donc qui est vraiment le cœur de la grande histoire des musées sur un plan national, voire international. Il est vraiment important que nous puissions dialoguer avec ce musée du Louvre, qui lui s'est créé avant tout durant la Révolution française, alors que le musée de Dijon et sa salle des statues a été ouverte en 1787. Dites-moi, David, 130 000 œuvres, si on revient à Dijon, 130 000 œuvres ici, entre guillemets, dans vos coffres, que vous stockez, et il y en a 1500 ici au musée des Beaux-Arts de Dijon. Comment vous avez fait pour sélectionner ces 1500 œuvres? Vous savez, c'est tout un travail de longue haleine. En fait, l'intelligence du projet du musée des Beaux-Arts de Dijon, c'est ce dialogue entre l'architecture, les 6 siècles d'architecture, leur collection et les vues sur la ville. Et en fait, on a fait toute une sélection qui met en évidence finalement ce lien triangulaire entre ces 3 aspects. Et très clairement, quand vous êtes dans la salle des statues, vous avez des œuvres du XVIIIe qui dialoguent avec toute la place de la Libération, qui elle-même date du XVIIIe siècle. Donc c'est absolument fascinant. Donc derrière ce musée, vous avez aussi toute la ville. Il y a véritablement une forme d'écosystème artistique totalement rare, et c'est ce que nous rappelait d'ailleurs le président directeur du Louvre hier. Cet écosystème est vraiment très rare dans l'histoire des musées. David, j'ai entendu le mot lien. Justement, là, on est en train de le voir à la caméra. Il y a un lien entre les différentes œuvres qui sont présentes ici dans cette salle. Et on parlait tout à l'heure avec Clément, en quelques mots, d'un peintre que nous connaissons bien ici, qui a une appartenance particulière à Dijon. Dites-moi, c'est pas Ming, ça, là-bas? Vous croyez? Je pense. Oui, bien sûr, c'est Yan Peiming. Donc Peiming, c'est quand même l'un des très très grands peintres contemporains du XXIe siècle. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important pour Dijon, parce qu'il a son atelier à Dijon. Il a été formé d'ailleurs à l'école des Beaux-Arts de Dijon, qui est la descendante de l'école de dessin dont vous avez les salles juste à côté. Donc il y a un lien extrêmement important. Et puis Yan Peiming a été pensionnaire à la Villa Médicis. Donc il est vraiment lui aussi en lien avec cette grande histoire de l'enseignement des arts. Et ces 2 œuvres d'ailleurs font sens par rapport à son séjour à la villa et sa fascination pour la ville de Rome. Ça explique un petit peu le pourquoi du comment finalement de Ming accroché aussi ici au musée des Beaux-Arts. C'est fascinant parce qu'il nous réapprend la peinture. À une époque d'ailleurs où en France on n'apprécie plus vraiment la peinture, on préfère les installations, on préfère la vidéo. Et lui, finalement, nous dit non, la peinture, votre histoire, elle est vraiment essentielle. Et en fait, il revisite des œuvres d'après Caravage, de l'église Saint-Louis des Français de Rome. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Alors, on est en train, où on va découvrir quelque chose sur l'ami Ming, justement. On va faire un petit retour sur la richesse de ce lieu unique. On va prendre un petit peu de hauteur pour l'occasion, puis on va vous retrouver, David Liot, ici, pour continuer ensemble cette visite au musée des Beaux-Arts de Dijon. Au cœur de la rénovation du musée, les collections. 130 000 œuvres qui ont été centrales au projet. C'était pour mieux les présenter au public que toute une infrastructure s'est mise en place. Dès 2007 débute le chantier des collections. 7 ans pour inventorier, étudier et déplacer les œuvres dans les nouvelles réserves. Pour mener à bien cette tâche, le musée s'est doté de ce lieu spécifique en 2010, à l'écart de la ville, pour entreposer les œuvres. Le chantier des collections a permis de restaurer 1 millier d'œuvres environ, pour un budget de 5 millions d'euros. On intervient avec des matériaux stables qui vont bien vieillir dans le temps
et on documente nos interventions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que d'autres collègues interviendront, on va dire peut-être dans 5 ans, 50 ans, dans 60 ans, on se doit de leur laisser des interventions, c'est-à-dire les nôtres, sur lesquelles ils pourront revenir et qui pourront retirer facilement. Donc c'est le principe de la réversibilité. Eh ben, si, c'est une... Les restaurateurs sont des passeurs. Les œuvres retrouvent leur éclat et sont préservées pour longtemps. Une fois cette étape effectuée, les œuvres reprennent leurs droits et réintègrent le musée. L'œuvre la plus imposante revient au musée un matin de novembre 2018, la glorification de la Bourgogne de Pierre-Paul Prud'hon. Une toile monumentale qui revient de restauration dans une caisse déplacée avec d'extrêmes précautions. La toile de 40 mètres carrés est remontée au plafond dans la salle des statues. C'est elle qui va donner le coup d'envoi pour le retour des œuvres. Nous qui avons toujours fait vivre ce musée, on réinvestit les lieux et on ramène les œuvres. Ce pourquoi ce musée est rénové, la présentation des œuvres. Donc là, ouais, ça donne l'impression qu'on touche au but, même si on n'y est pas encore. Et la partie la plus attendue des équipes du musée est l'accrochage, un moment déterminant pour la scénographie du musée. L'agencement des œuvres dans les salles leur donne une lecture spécifique. Certains tableaux reviennent directement des ateliers de restauration. Une fois installés, c'est une révélation. Il y a de l'appréhension parce qu'il y a eu un mouvement d'œuvre. On sait que le tableau a fait un transport de Versailles jusqu'à Dijon. Donc on est toujours un petit peu dans l'attente de savoir dans quel état il va être, même s'il est bien emballé. Et on a tendance à oublier l'état initial avant la restauration. Après, heureusement, on a des photographies, évidemment, qui vont nous permettre de dire que la restauration a été absolument nécessaire et que c'est très spectaculaire parce qu'on retrouve un tableau absolument extraordinaire après cette phase de restauration. Parmi les autres œuvres restaurées, les boiseries du salon d'un hôtel particulier dijonnais. Cette décoration d'intérieur du 19e a voyagé par le passé. Elle était en exposition dans des musées américains pour revenir à Dijon en 1999. Son remontage impose aussi de petites réparations. Et le but là, c'est de masquer les assemblages qu'on a fait aujourd'hui. Et tous les petits trous de clous, les anciens trous de clous, ils avaient cloué avec un pistolet pneumatique. Donc on a enlevé tout ça et puis on a installé ça avec des vis pour que ce soit démontable. Au cas où ils veulent la démonter une nouvelle fois. Démontage, déplacement, les œuvres sont en mouvement. Certaines quittent les anciennes salles pour rejoindre les nouveaux espaces de présentation, avec parfois de petites contraintes. Il y a des systèmes de sécurisation et du coup il faut être équipé et on n'a pas toujours tout prévu. Ça galère là. Dans un musée rénové, 1500 œuvres allant de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle n'attendent plus que le regard des visiteurs. L'inauguration du musée des Beaux-Arts de Dijon, c'est à vivre ensemble, à partager, à découvrir, pour s'émerveiller. Il suffit simplement, quand on rentre dans cette salle, par exemple, effectivement de regarder les œuvres. Vous nous le disiez tout à l'heure, quelques œuvres sont sorties entre guillemets des placards. Oui, voilà, il y en a un bel exemple ici, mais il fallait un grand placard pour celle-ci. Je crois. Oui. Si on lève les yeux au ciel, comme on l'a fait dans la salle de Condé tout à l'heure, ou la salle des statues, on se rend compte qu'il y a des choses magnifiques. Alors ici, ce qui est assez surprenant, on n'en a pas forcément conscience, mais en fait, c'est pas la lumière du jour qu'on voit, c'est ça ? Non, en fait, c'est une lumière artificielle, mais c'est une lumière qui rappelle effectivement la grande tradition des musées, à savoir de présenter les œuvres avec un éclairage zénital. Donc c'était aussi une façon de faire comprendre la qualité des coloris par la lumière naturelle. Donc ça fait partie vraiment des principes scénographiques qui sont adoptés tout au long du XIXe siècle et qui sont parfois respectés dans les musées, dans certains espaces de celui-là. Même si dans ce musée, les ambiances changent en permanence, comme ici. Voilà. Où là, on est dans un lieu de vie, dans un intérieur. Donc on l'appelle le Salon Golin. Donc c'est en fait un espace décoratif qui a été démonté, qui avait même été acheté par les Américains, qui a été racheté par la ville, et dont les décors sont des décors néoclassiques d'un sculpteur ébéniste qui s'appelle Jérôme Marlet, qui va d'ailleurs réaliser certains décors de la salle des statues, et notamment les portes. Donc c'est vrai que c'est un lieu d'intimité qui change complètement. Donc vous voyez que parfois un musée, ça peut
peut être très officiel. Et parfois, on entre dans l'intimité, dans la vie des personnes et de ceux des siècles passés. Et ça, c'est toujours très émouvant. Et très très bonne nouvelle, parce que les musées de la ville de Dijon, vous êtes un homme heureux, sont gratuits. Et nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir bénéficier de tout ça gratuitement. Il y a un Absolument. week-end festif qui s'annonce, Oui, oui. la nuit des musées demain, jusqu'à minuit, la possibilité donc de découvrir tout ça gratuitement. Il faut bien insister Gratuitement. là-dessus. Oui, oui, c'est comme ça permet de venir et revenir. Je crois que ça, c'est vraiment essentiel, de se dire un musée, voilà, on n'est pas obligé de faire le musée toute la journée, mais on peut y passer un quart d'heure, on peut venir pour une œuvre, on peut y venir pour 3 salles, pour une période, pour une époque. Donc c'est ça qui est important. Un musée, c'est un lieu de liberté, en fait. Hein. Ben super, je vais vous laisser justement en liberté, David, simplement parce que dans quelques minutes, il y aura l'inauguration très Bien sûr. protocolaire, Oui. avant l'inauguration officielle au public tout à l'heure à partir de 19h. Juste avant, je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis ici. Nous, on va continuer notre périple pour les toutes dernières minutes en allant retrouver Clément, qui se trouve aussi dans un lieu mythique ici, au musée des Beaux-Arts de Dijon. Où êtes-vous, Clément ? Eh bien écoutez Pascal, je me trouve à la cour des bars et puis alors effectivement là on a mis les petits plats dans les grands, on se croirait presque à un mariage du duc de Windsor, je sais pas, mais en tout cas Christine Martin, bonjour, vous êtes l'adjointe au maire en charge de la culture. Non mais effectivement il y a du beau monde, on a vu Frédéric Mitterrand, Laurent Fabius passer, cette inauguration eh ben, elle est belle, il y a le soleil aussi. Oui, je crois qu'elle va être belle et elle est belle non seulement pour toutes les personnes qui ont participé à ce travail incroyable depuis déjà plusieurs années, mais elle va être belle pour tous les visiteurs et tous les Dijonnais. On voit les gens avec le sourire, on sent qu'après des années de travaux, c'est un peu la libération quoi. Oui, c'est ça, c'est la libération. Ça veut dire que maintenant, le musée est ouvert, il va être ouvert au public à 19h ce soir et nous n'avons plus qu'à regarder, je l'espère, l'émerveillement de ceux et celles qui vont y entrer. Quelques minutes plus tôt, au tombeau des Ducs, je disais à Sandrine Balland que c'était forcément un jour important dans la vie d'une conservatrice. J'imagine que dans la vie d'une élue politique en charge de la culture, l'inauguration comme ça d'un musée à ce point, c'est un beau moment pour vous. C'est un moment merveilleux, magique et surtout c'est unique. Je ne pense pas que jamais je revivrai quelque chose d'aussi important. C'est merveilleux. Bon, il va falloir maintenant que les Bourguignons et les Francs-Comtois et les Français se réapproprient ce lieu fantastique. Ça commence dès ce week-end. Ça commence ce week-end. Il y a des moments importants. Alors bien sûr, ça va être ouvert au public tout le week-end. On l'a déjà dit, c'est gratuit. Il y a une nocturne demain soir. Bien sûr, il y a une nocturne ce soir déjà. Il y a une nocturne demain soir. C'est la nuit des musées. Il va y avoir un grand spectacle de rue à partir de 22h30 sur la place de la Libération, la place principale de la ville. Les musées de la ville de Dijon sont gratuits. Le musée des Beaux-Arts est gratuit. Donc si vous n'avez pas le temps de venir ce week-end, n'hésitez pas à venir, revenez. Soyez heureux de profiter de ce musée. Il va y avoir ce soir un funambule qui va traverser la place de la Sainte-Chapelle entre le Grand Théâtre et les murs du musée. Voilà, ça va être vraiment des moments fantastiques d'émotion. Alors le temps n'a pas l'air très très top pour ce week-end, mais c'est pas grave. On peut venir quand même. Regardez le soleil là. Ouais, c'est vrai pour Maintenant, il l'inauguration. suffit d'y croire. Ouais, effectivement. Du coup, là, je reparle sur les invités. On voit, alors, il y a des Chinois, il y a les assistants de Ming qui sont là. Il y a beaucoup de gens. Comment vous expliquez qu'on vienne d'aussi loin pour participer à cette journée ? Parce que l'art, c'est important. Non, et plus loin, bien sûr, l'art, c'est important. Mais ce musée était fermé depuis tellement longtemps que je crois que tout le monde a envie de découvrir ce qu'on a pu imaginer, ce qu'on a pu en faire. Ouais, vous-même, vous en tant que Dijonnaise, c'est un jour important pour les Dijonnais en fait. Bien sûr, vous savez, on a essayé de le laisser ouvert au public le plus longtemps possible. Il a fermé vraiment au 1er janvier. On a laissé ouverte la salle des tombeaux que vous avez pu visiter. Et aujourd'hui, tout le monde est curieux. Et c'est ça, c'est la curiosité, l'envie, le plaisir de découvrir les œuvres et ce patrimoine. On a vu avec Sandrine Balland que la balade des pleurants à travers le monde a fait venir notamment du public américain. Bien sûr. Vous attendez à un nouveau public qui vienne aussi ? Bien sûr, bien sûr. La fréquentation de nos musées est déjà importante, mais le fait de réouvrir, de remontrer des choses qui n'avaient pas été vues depuis très longtemps, va très certainement faire revenir le public. On a fait une campagne de communication assez importante, mais je suis certaine que ceux qui sont déjà venus vont revenir pour découvrir. Bon, en tout cas, on a hâte d'assister à ce moment. Madame Martin, merci. Je vous laisse rejoindre Merci Frédéric beaucoup. Mitterrand. Vous lui faites une petite bise de notre part. Mais Pascal, je n'hésiterai pas. Bah, c'est gentil. Je vous redonne la main, Pascal. Vous êtes où ?
L'inauguration du musée des Beaux-Arts de Dijon, c'est aussi à partager sur les réseaux sociaux, vos écrans connectés. Et c'est à vivre, évidemment, avec toutes nos équipes. Tout ce week-end, on vous a réservé quelques surprises. Et la meilleure des surprises, voilà, c'est que je peux vous retrouver, Clément. On y est arrivé. Ça a été sympathique. Hein. Moi, en tant que franc-comtois, je suis vraiment content de découvrir ce musée des Beaux-Arts. On avait fait l'inauguration du musée des Beaux-Arts de Besançon. Voilà, en Bourgogne-Franche-Comté, les grands musées s'ouvrent à nouveau et avec des merveilles à voir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, dites-moi Clément, ici? Pour l'instant, moi j'ai juste vu le tombeau des Ducs. Alors j'attends de terminer l'émission pour vite aller voir le reste. Il y a les tableaux de Ming qui sont magnifiques aussi. Alors on voit qu'on est en train là de se préparer pour l'inauguration. Ici, il faut préciser quand même qu'il y a tout un week-end festif qui s'annonce, Clément. Vous en avez parlé un petit peu avec Christine Martin à l'instant. Demain, c'est la nuit des musées jusqu'à minuit. Oui, effectivement, là, ça va être l'occasion de découvrir dans une autre atmosphère. J'imagine que la scénographie de nuit, ça doit être assez fantastique aussi ici. Ça peut être une bonne idée. Alors, il va y avoir du monde, il faut venir tôt quand même. Hein. Oui, il y aura aussi quelques déambulations à l'extérieur, puisque c'est toute la capitale des Ducs qui en fait s'anime, fait la fête pour justement ce tout nouveau musée des Beaux-Arts de Dijon. Plus de 10 ans de travaux, mais c'est 17 années en tout, donc c'est beaucoup de temps passé pour un résultat tout jeune quand ça a commencé. J'étais à peine né, Clément. Moi, c'est simple, je suis arrivé en Bourgogne-Franche-Comté en 2010. On m'a toujours parlé de ce musée et des Pleurants. Je suis content de le voir maintenant dans sa scénographie complète et entière. Super. En tout cas, on précise que nos équipes web sont en train de nous réaliser des petits bonus pour justement encore partager diverses choses. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur tous les réseaux sociaux. Vous qui êtes Twitter, Snapchat, je vois votre nom sur Facebook. Facebook. Ça n'arrête pas de circuler depuis ce matin. Là. Ensemble, c'est mieux, Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai qu'on est plutôt bien ici. En plus, vous l'avez vu, le soleil est au rendez-vous. Je vous invite vraiment à pousser les portes du musée des Beaux-Arts de Dijon. Alors effectivement, nous n'avons pas pu aller dans les 50 salles, pas pu vous faire découvrir les 1500 œuvres présentes ici. Néanmoins, j'espère qu'on aura donné envie de pousser les portes. Hein. Je pense que ça vaut le coup de faire même plusieurs centaines de kilomètres quand on est à l'autre bout de la région. Je pense aux gens du Jura, par exemple, ça vaut le coup de venir ici à Dijon, passer un week-end ou au moins une journée pour venir découvrir ce musée, surtout que c'est gratuit et c'est important. Et vous savez que nous sommes dans le top 3 podium des musées en France à découvrir ici. Je vous donne rendez-vous demain pour une émission spéciale avec Elsa Bezin et Arnaud Lefebvre, à partager sur France 3 évidemment, à revivre sur vos écrans connectés, sur les réseaux sociaux. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures à partir de 10h50 ensemble, parce que ensemble c'est mieux. Ensemble c'est mieux. Allez, salut.